Alain-Pierre Coignet, c'est mon nom. Bienvenue sur ce 3e numéro de la saison avec le ministre Jean-François Syma en tournée à Sept-Îles. La ville de Sept-Îles qui relance le débat à propos de la construction d'un nouvel hôtel de ville. Et l'alimentation remise en question à la résidence Vents et Marées de Sept-Îles. Le Québec investit 88 millions de dollars pour accélérer le développement de la filière des minéraux critiques et stratégiques. Une nouvelle stratégie accompagnée d'un plan d'action 2025-2031 qui a été dévoilé à Sept-Îles, au cœur même des infrastructures portuaires et ferroviaires de Pointe-Noire. C'était le 23 janvier lors d'une visite du ministre des Ressources naturelles et des Forêts, responsable de la Société du Plan Nord, Jean-François Syma. Alors ce matin, on a eu l'occasion de faire une annonce très importante concernant la valorisation des minéraux stratégiques et critiques. Et on croyait, et je le crois pertinemment, que la Côte-Nord, Sept-Îles, était le meilleur endroit pour faire cette annonce qui vient soutenir le développement économique non seulement de la Côte-Nord, mais de l'ensemble du Québec. On en a profité également pour visiter la baie de Sept-Îles, pour visiter plus particulièrement le port de Sept-Îles, qui est un des plus importants ports du monde. Hein? On l'oublie très souvent, une porte d'entrée en quelque sorte pour l'Amérique. Et donc, on a pu voir la qualité des installations très modernes qu'il y a sur ce site. L'objectif du gouvernement est de positionner le Québec comme un joueur de premier plan sur l'échiquier mondial, réduire la dépendance aux marchés étrangers et augmenter la transformation des ressources sur son territoire. À terme, le Québec vise des retombées économiques de plusieurs milliards de dollars et un doublement des emplois dans le secteur minier. Cette annonce est accueillie favorablement par la Chambre de commerce de Sept-Îles, qui confirme selon elle l'importance de la Côte-Nord dans la transition énergétique et la consolidation de la chaîne d'approvisionnement éthique et compétitive. Dans un communiqué, le conseil de Ban Itoum dit de son côté n'avoir reçu aucune invitation à cette annonce ministérielle et affirme ne pas être associé au développement du projet de politique présenté, un enjeu majeur directement lié à son territoire ancestral. D'autre part, le ministre Syma est venu annoncer une contribution de 4 millions de dollars pour financer le futur aréna de Sept-Îles en pleine construction. L'annonce a été faite sur le chantier en présence notamment du maire de Sept-Îles, ainsi que de la députée de Duplessis et ministre Catherine Champagne-Jourdain, tous de retour de Pointe-Noire. Alors, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est un 4 millions supplémentaire pour le projet d'aréna de Sept-Îles via la Société du Plan Nord. C'était un engagement fort de ma campagne et c'est un projet très important pour les citoyens de la ville de Sept-Îles. Une aide qui permet de réduire la part assumée directement par la ville, désormais établi à un peu moins de 54 millions sur un projet évalué au total à environ 78 millions de dollars. On n'a pas fini. On espère avoir d'autres annonces à faire dans les courants des prochaines semaines, des prochains mois. Mais c'est sûr que ça fait partie de notre montage. C'était des montants qu'on avait espéré avoir. Fait que là, on est content de pouvoir les confirmer aujourd'hui. On est très heureux de faire ça, de pouvoir contribuer à ce projet-là davantage et de pouvoir encore une fois tenir parole envers les citoyens de Sept-Îles, les citoyens de Duplessis, mais de la Côte-Nord aussi. Merci. Bravo. Merci à toi, Catherine. Bravo! Quel beau moment. Tout à l'heure, nous allons procéder à une annonce importante concernant 90 projets soutenus par la Société du Plan Nord, générant presque 190 millions de dollars d'investissement depuis les dernières années. Le ministre Jean-François Syma, au musée de la Côte-Nord, annonçait ainsi à la fin d'une journée bien chargée l'injection de près de 14 millions de dollars environ aux fins de soutenir 37 projets régionaux, dont 9,1 millions venant de la Société du Plan Nord et le reste dans le cadre du Fonds d'initiative nordique. Si ces chiffres-là parlent d'eux-mêmes, bien, derrière eux, je le disais tout à l'heure, ce sont surtout des communautés qui sont mobilisées, des promoteurs qui sont engagés, des entreprises puis des organismes et des municipalités qui travaillent concrètement à bâtir notre avenir. Alors qu'on parle de développement économique, d'innovation, de services de proximité ou de retombées pour les populations locales, bien, ces projets répondent directement aux réalités de notre territoire. Jean-François Syma a indiqué en terminant qu'il ne se portera pas candidat à la direction de la CAQ pour succéder à François Legault.
Le projet du nouvel hôtel de ville de Sept-Îles franchit une étape décisive. Après quelques semaines d'analyse, de séances de travail et de consultation auprès des groupes, associations et citoyens, le conseil municipal recommande unanimement de maintenir le projet tel qu'initialement conçu, soit une construction derrière le centre socio-récréatif. Cette décision a été annoncée le 26 janvier, lors de la première séance du conseil municipal en 2026 et expliquée aux journalistes lors d'une conférence de presse en matinée. En l'état actuel des choses, alors qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'heures de travail qui ont été investies dans la planification et la conception de ce projet-là, alors qu'on a en main une soumission, dont le montant, là, je vous le rappelle, respectait l'évaluation qui avait été produite par les experts dans le domaine. Le projet de construction que nous avons en main nous apparaît comme étant le meilleur choix. Pour les élus, cette option est la plus pertinente, malgré les 2536 signataires au registre l'automne dernier qui s'opposaient au règlement d'emprunt. Premièrement, je voudrais rappeler à tout le monde qu'on n'a pas été élu pour jeter à la poubelle un projet avec toutes les conséquences que ça implique, ni pour imposer un projet à la population qu'elle ne souhaiterait pas. On a été élu pour analyser avec un regard neuf un projet déjà très avancé, les différentes options possibles et ensuite faire part de nos recommandations. Concernant le registre qui avait été signé, on ne fera pas comme si ce geste démocratique n'avait jamais existé. Toutefois, la démocratie, c'est comme la justice, ça repose sur l'accès à une information complète. On veut être très clair. Est-ce qu'un autre site est possible? La réponse est oui. Est-ce qu'un tout autre projet est possible? La réponse est aussi oui. La question n'est pas de savoir si d'autres options existent, mais de savoir si la population est prête à assumer les coûts financiers et opérationnels qu'implique le fait d'aller vers d'autres options. Donc, après analyse, nous considérons que la Ville a conclu une très bonne entente avec les CI3S, que le projet est nécessaire, que le coût financier est acceptable, que le site est cohérent et qu'aucun enjeu dont nous ne saurions répondre viendrait justifier les coûts associés à un changement de projet. Pour conclure, on considère que c'est un bon projet. On vous recommande de vous rallier à ce projet puis qu'on puisse avancer tout le monde ensemble. Le scénario location versus construction, il y a une étude qui a été faite par Raymond Chabot pour faire une histoire courte, parce que cette étude-là est disponible. Là, c'est une différence de coût par année de 300 000 $. On sait qu'un immeuble, la durée de vie est beaucoup plus longue que ça. Donc, on peut s'attendre que l'écart, les revenus, pas les revenus, mais les dépenses, les coûts pour la Ville soient beaucoup plus chers en location. Les élus proposent de relocaliser le club de tennis junior au parc Bruno Poletto, puisque le nouvel hôtel de ville occuperait la place des terrains de tennis actuels derrière le centre socio-récréatif. Dans les faits, on a rencontré plusieurs fois l'exécutif du club et aussi avec la présidente et les membres du CA. Au moins 2, 3 fois, 4 fois, je dirais qu'on s'est entendu sur une collaboration. On travaille ensemble pour le bien des jeunes et on a un engagement de part et d'autre de continuer à parfaire le dossier. Puis vraiment, ce qui est important, encore une fois, c'est la sécurité des jeunes et pouvoir se développer dans ce sport-là. On travaille ensemble maintenant en collaboration. La prochaine étape du dossier passera par l'adoption d'un règlement d'emprunt lors d'une séance du conseil municipal en février prochain. Par la suite, un autre registre s'ouvrira comme le prévoit la réglementation. Si le nombre de signataires atteint le minimum exigé, soit 2167, le maire s'engage à tenir un référendum sur ce projet de reconstruction de l'hôtel de ville. J'espère qu'on est loin du référendum dans le sens qu'on n'aura pas besoin d'y aller. Mais sinon, ce sera un passage nécessaire pour voir ce que la population en pense. Mais oui, le projet progresse. On le remet sur les rails, puis ça va suivre son cours. Puis on espère un aboutissement là, rapide, là, mais selon les délais prescrits par les règlements. La résidence pour aînés Vents et Marais de Sept-Îles traverse une situation délicate. À compter du 1er février, le service de cafétéria cessera officiellement, une décision prise par la Corporation de développement de logement de Sept-Îles, en abrégé Codelo afin de renflouer un déficit qui serait supérieur à 600 000 $.
La mesure qui a été annoncée sans préavis ni consultation le 8 janvier touche la quarantaine de résidents qui peuvent compter sur des repas chauds servis quotidiennement depuis des années. Cette décision suscite inquiétude et incompréhension, tant chez les locataires que chez ces 2 filles de résidents qui ont accepté de témoigner. Alors, la majorité des personnes qui sont emménagées aux Vents et Marées, qui se sont installées dans ce bâtiment-là, c'est pour justement le service de repas, dîner, souper, qui est inclus dans les services avec les baux qui sont signés. La condition pour que les gens signent un bail à cet endroit-là, c'est qu'ils prennent le service de cafétéria, le service de dîner et de souper. Les familles font aussi valoir que la salle à manger représente un lieu de socialisation essentiel pour plusieurs résidents âgés. Comme solution en remplacement, Codelo propose des repas préparés par la popote roulante, un service du Centre d'action bénévole Le Virage. Toutefois, la popote n'offre pas de service en fin de semaine et les logements de la résidence sont dépourvus de cuisinières et de véritables espaces de cuisson, ce qui complique la conservation et la préparation des repas. C'est même pas une solution à long terme, parce que la popote, les gens qui étaient là, ils étaient servis 365 jours par année pour le dîner et le souper. Avec le service de popote roulante, on a 140 jours de manque de service dans l'année. Je veux dire, c'est pas une solution, c'est une solution qui peut être temporaire. Ça peut pas devenir une solution permanente pour les résidents qui sont là. Les appartements ne sont pas adaptés pour ce qu'ils se fassent à manger eux-mêmes. On leur propose d'avoir un service de repas livré, alors qu'ils ont besoin d'avoir un service à la table. C'est ça qu'ils avaient. Ça va être une diminution de service et le non-respect du bail. Depuis l'annonce de la fin du service de cafétéria, les familles affirment multiplier sans succès les démarches pour comprendre cette décision et tenter d'ouvrir le dialogue avec les responsables. Alors, je vais te dire, depuis le début, nos parents ont eu la nouvelle le 8, fait que dès le 9 au matin, j'étais sur place pour rencontrer les résidents pour savoir un peu comment, voir un peu l'ambiance. Et aussi, j'ai tout de suite fait les démarches pour rejoindre les gens de l'OMH et de Codelo pour avoir des réponses. Et ce que j'ai eu de la part de Codelo, c'est une porte fermée. On ne parle pas à la famille, on ne parle qu'aux signataires des baux. C'est ce qu'il nous a dit. Ça fait qu'on est vraiment dans une situation qu'on est incapable de rejoindre les gens de Codelo pour s'expliquer. Les résidents ont ensuite décidé d'envoyer des mises en demeure à Codelo et à la résidence Vents et Marées, souhaitant ainsi faire respecter leurs baux initiaux qui incluent un service de 2 repas par jour. C'est au lendemain de l'annonce que les résidents ont reçu un nouveau bail où il est écrit que les modifications demandées ont été acceptées, ce qui n'est pas le cas. Le président de Codelo, aussi président de l'Office municipal d'habitation et conseiller municipal démissionnaire, M. Guibert ne veut pas pour l'instant faire de commentaires et a mentionné à d'autres médias qu'il est au courant des mises en demeure. On a essayé de faire une démarche pour en venir à une entente de gré à gré. Mais comme ils ne sont pas à l'écoute, on n'a comme pas le choix de procéder par la procédure juridique. Sensibilisé à cette situation lors de la séance du conseil municipal du 26 janvier, le maire Benoît Méthode s'est dit préoccupé par la décision et a déploré le manque de communication et la gestion confuse dans ce dossier. Premièrement, laissez-moi vous dire que je suis extrêmement inquiet, préoccupé par cette situation-là. J'ai moi-même placé ma mère dans une résidence juste avant Noël. Fait que je suis sensible à ce que les gens vivent. Puis pour moi, l'option de popote roulante, là, c'est une solution de désespoir, à la limite temporaire pour trouver une solution, mais je vois mal ça comme une solution permanente. Le maire a aussi interpellé dans ce dossier la ministre de la Famille et députée de Duplessis, Catherine Champagne-Jourdain.